L'Angleterre est depuis longtemps célèbre pour ses établissements éducatifs. L'école Virgin Hill s'oppose au modèle standardisé des internats. Le bon type d'éducation orientera la vitalité d'un enfant vers des activités créatives. Ce genre de peinture peut sembler un peu étrange, mais au moins, elle s'amuse. Après que l'année 1960 ait apporté le massacre de la Révolution d'avril en Corée du Sud, le massacre de Sharpeville en Afrique du Sud et l'émeute raciale la plus violente de l'histoire du Mississippi, tout le monde espérait que 1961 serait un peu plus calme. Ce ne serait pas le cas. Au contraire, elle a provoqué davantage d'émeutes, de guerres, et l'Union soviétique a fait exploser une bombe à hydrogène de 58 mégatonnes, causant la plus grande explosion artificielle de l'histoire. Au même moment, Diamant sur canapé sortait au cinéma. Adolf Eichmann faisait face à la justice pour ses crimes de guerre. Et quelqu'un a-t-il parlé d'une course au home run ? Nous allons donc vous faire découvrir l'actualité, la culture, le sport, le divertissement et tout le reste. Ce qui était étrange en 1961. Parce que voici Timeline. Préparez-vous à demander non ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour lui. Cet épisode est dédié à 1961. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Weird History et dites-nous en commentaire ce qui vous intéresse le plus des années 60. Prêt à découvrir ce qui s'est passé l'année où Paul McCartney a commencé la basse? Ça c'est sûr. Après que Fidel Castro a pris le pouvoir à Cuba, les États-Unis ont commencé à craindre qu'il ne s'aligne avec le bloc communiste. Il y a une limite à ce que les États-Unis et le respect de soi peuvent endurer. Cette limite a maintenant été atteinte. Ces soupçons ont été confirmés lorsque Castro a signé un accord commercial avec l'Union soviétique au début de l'année 1960. Le 3 janvier, les États-Unis ont entamé 1961 en rompant leurs relations diplomatiques avec Cuba. Ces relations ne seront rétablies qu'en juillet 2015, près de 50 ans plus tard. Bonjour, je suis Monsieur Ed. Bonjour chérie, comment vas-tu? Quel est ce béret dans le phonographe? Où l'as-tu trouvé? J'ai commandé Jim Aubert par téléphone. Je pense à faire le tour du monde. Le seul voyage que tu feras, c'est vers ta fichue écurie. Je vais chercher la fille. Il faudra partir vite. D'accord pour aujourd'hui. Pour qui travailles-tu? Je ne sais pas, personne ne sait. Parle-nous du docteur Peel, de Pim Nicole la célibataire. Nous irons au paradis. Oui, nous irons au paradis. Le 11 janvier, des ségrégationnistes protestant contre la déségrégation de l'Université de Géorgie à Athens se sont révoltés à cause de l'admission de 2 étudiants afro-américains, Hamilton E. Holmes et Charlene Hunter. L'émeute a conduit à des arrestations et à la suspension de Holmes et Hunter, finalement annulée par un tribunal. Les deux ont ensuite obtenu leur diplôme et trouvé un emploi dans leur domaine. En 1960, la chanteuse des Primettes, Diana Ross, a demandé à son ami Smokey Robinson d'obtenir une audition pour son groupe auprès du patron de Motown Records, Barry Gordy. Barry Gordy a été impressionné mais a conseillé aux jeunes femmes de finir le lycée avant de revenir. Non découragées, elles ont commencé à fréquenter le studio de Gordy. Et le 15 janvier, il a accepté de les signer, mais seulement si elles changèrent de nom. Elles n'aimaient aucun nom proposé, mais ont choisi le leur, les Suprêmes. La comédie musicale Dreamgirls, lancée le 20 décembre 1981 à Broadway, retrace la carrière des Dreams, groupe inspiré des Suprêmes avec une chanteuse proche de Diana Ross. Malgré son succès, Diana Ross était très partagée, craignant que les gens considèrent la production qui utilisait son image et prenait des libertés avec les faits comme une représentation fidèle de sa vie. Après avoir vaincu Richard Nixon lors de l'élection présidentielle de 1960, John Fitzgerald Kennedy a été investi en tant que 35e président des États-Unis le 20 janvier. Le discours inaugural de Kennedy, sans rhétorique partisane, axé sur la politique étrangère, est surtout mémorable pour son défi lancé aux Américains. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Le merveilleux dessin animé de long métrage de Walt Disney, Les 101 Dalmatiens. La population de Dalmatiens de Londres a disparu. Rencontrez la beauté exotique qui dirige le réseau. Mon seul et véritable amour, ma chérie, je vis pour toi. D'abord... Oui, venez découvrir ce mystère joyeux et cette méchanceté comique recommandée à tous.
Le 1er février, les capacités de défense des États-Unis ont fait un grand bond en avant lorsque l'armée a testé pour la première fois son missile balistique intercontinental Minuteman I à Cap Canaveral, en Floride. Ceci représente la puissance de feu de l'armée de l'ère moderne, baptisée Minuteman en hommage à son prédécesseur. Lui aussi est chargé, prêt à l'emploi et en position. Selon le New York Times, le Minuteman était destiné à devenir l'arme numéro 1 de l'armée de l'air, avec une portée finale de 6300 miles. Selon tous les témoignages, le test a été un grand succès. Déprimée, Marilyn Monroe a consulté la psychiatre Marianne Chris, qui lui a conseillé de se reposer au centre médical de l'université Cornell. Après avoir suivi ce conseil le 5 février, cependant, Monroe a été emmenée à l'aile psychiatrique et enfermée avec les patients psychotiques. Après 3 jours de protestation, elle a pu appeler son ex-mari, la légende du baseball Joe DiMaggio, qui a menacé de tout démolir à main nue si elle n'était pas libérée. Cela a marché. Cet épisode de Timeline vous est présenté par Télévision couleur à 7 fonctions, télécommandée, si belle qu'elle sublime n'importe quel décor. Un meuble superbe, fabriqué à la main avec les bois les plus fins. La grande nouveauté qui la distingue, c'est une incroyable nouvelle télécommande électronique sans fil Wizard. Un téléviseur couleur qui place RCA Victor des années en avance en termes de performance fiable. Le 21 février, le groupe spatial de la NASA s'est réuni pour choisir lequel des 7 astronautes Mercury commencerait l'entraînement pour le premier vol habité des États-Unis. La NASA évaluait non seulement les compétences en pilotage, mais aussi les connaissances techniques, la résistance physique et mentale, et l'adaptabilité des candidats à l'imprévu. Nous sommes maintenant en apesanteur. Seigneur, quelle sensation intéressante c'est. Sur la base de ces critères, ils ont finalement choisi 3 hommes. John Glenn, Virgil, Gus, Grissom et Alan Shepard. Après son 3e débat présidentiel avec Nixon en 1960, Kennedy s'est rendu à l'Université du Michigan à Ann Arbor, où il a trouvé 10 000 étudiants qui l'attendaient encore pour l'entendre parler à 2 heures du matin. Kennedy leur a demandé s'ils étaient prêts à aider un pays en développement en servant leur pays à l'étranger. Je viens ici ce soir pour aller me coucher, mais je viens aussi ici ce soir pour vous demander de vous joindre à l'effort. Apparemment, il a aimé la réponse car le 1er mars, il a publié le décret exécutif numéro 10 1924 établissant le corps de la paix. Cet appel concerne un groupe d'hommes et de femmes formés envoyés à l'étranger par le gouvernement américain. Envoyés dans des organismes privés pour soutenir les pays étrangers dans leurs besoins urgents en main-d'œuvre qualifiée. J'espère que ce sera une source de satisfaction pour les Américains, leur contribution à la paix dans le monde. Alors maintenant, Mattel vous présente Ken, le petit ami de Barbie. La poupée Barbie de Mattel est arrivée dans les rayons le 9 mars 1959 et les ventes ont dépassé les attentes. Donc un peu plus de 2 ans plus tard, le 11 mars, ils ont présenté le pendant masculin de Barbie, Ken. Ken et Barbie se retrouvent pour déjeuner à l'école, vont à des soirées étudiantes et se détendent simplement ensemble. Nommé d'après le fils de la créatrice de Barbie, le premier Ken avait des bras rigides et des cheveux en feutre, mais la poupée a eu beaucoup de succès. Et depuis, il a exercé plus de 40 métiers, dont astronaute, snowboarder et dentiste. Il est surprenant qu'à une époque, les habitants de Washington, D.C., capitale des États-Unis, ne pouvaient pas voter pour le président. Cette période a pris fin le 29 mars avec la ratification du 23e amendement. Bien que n'étant pas un État, l'amendement a accordé au district de Columbia le droit de voter lors de l'élection, avec la limitation qu'il ne peut jamais avoir plus de grands électeurs que l'État le moins peuplé. Après avoir soutenu l'action violente dans la lutte contre l'apartheid, l'activiste sud-africain Nelson Mandela a été arrêté en décembre 1956 et avec plus de 90 autres personnes accusées de haute trahison. Depuis le tout début, le Congrès national africain a combattu sans hésitation toutes les formes de discrimination raciale et nous continuerons à le faire jusqu'à ce que la liberté soit atteinte. Le procès pour trahison, comme il sera appelé, débutera officiellement en août 1958, et bien que 60 personnes aient été retirées de l'acte d'accusation en janvier 1959, Mandela serait l'un des accusés qui devrait aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il soit acquitté le 29 mars 1961. Beaucoup de gens pensent qu'il est inutile et vain pour nous de continuer à parler de paix et de non-violence face à un gouvernement dont la seule réponse est des attaques sauvages. J'ai vu cette jeune fille il y a quelques mois dans une boîte de nuit appelée Le Bonsoir.
À ma connaissance, elle n'est jamais apparue à la télévision nationale. Le 5 avril, Barbara Streisand a fait ses débuts télévisés dans l'émission de Jack Paar. Est-ce que certains de tes amis te regardent ce soir? Je pense que oui. Mes amis m'ont offert de très belles fleurs. Remercie-les pour les fleurs. Merci. Où dois-je les remercier? Je ne sais pas. Là-bas. Paar était en vacances ce soir-là, donc la femme qui serait Yentl a été présentée par l'animateur invité Orson Bean avant d'interpréter la chanson A Sleepin' Bee. À 6h07 du matin, le 12 avril, l'Union soviétique a pris la tête de la course à l'espace en lançant le vaisseau spatial Vostok 1 depuis le cosmodrome de Baïkonour. Le seul à bord était le pilote Youri Gagarin, qui allait entrer dans l'histoire en devenant le premier être humain à aller dans l'espace. Au moment du lancement, le contrôle de mission a dit aux cosmonautes « Nous vous souhaitons un bon vol, tout va bien », ce à quoi il a répondu « C'est parti, au revoir, à bientôt chers amis ». Le 17 avril, des exilés cubains opposés à Fidel Castro ont tenté d'envahir leur patrie. Pendant que la CIA organisait une attaque de diversion ailleurs, la véritable force d'invasion a débarqué à plusieurs endroits, dont la baie des Cochons. Bien financés par les États-Unis, les envahisseurs ne faisaient pas le poids face à l'armée cubaine. Le 19 avril, le dernier bastion des exilés a été pris avec plus de 1100 prisonniers. L'invasion de la baie des Cochons, qui a seulement renforcé le statut de héros de Castro, restera l'un des plus grands échecs de la politique étrangère des États-Unis. As-tu ton silencieux? Oui. Bien, alors utilise-le. Tire sur le garçon de la blanchisserie. Capitaine, cet homme est fou. Je vais te montrer quand ils peuvent faire ça. On ne peut pas l'arrêter, c'est lui le responsable. De toute façon, je suis d'accord avec lui. Il n'a pas besoin de te tirer dessus. Il lui suffit d'appeler notre QG et tu seras renvoyé chez toi dans le premier navire de troupes. Les canons de Navarone de Karl Foreman, la plus grande aventure de notre époque. À l'été 1960, Robert Carrier a vu son jeune fils et son ami mouiller le béton peint d'une allée et glisser dessus. Carrier s'est immédiatement inquiété pour leur sécurité, mais il a aussi été étrangement inspiré. Le lendemain, il a donc rapporté à la maison un rouleau de 15 mètres de Nogaïd et l'a déroulé dans l'allée. Et après quelques ajustements, il a inventé le jouet pour enfants désormais iconique, le Slip and Slide, qu'il a breveté le 2 mai 1961. Un groupe de militants des droits civiques a quitté Washington, D.C. en bus le 4 mai pour le premier Freedom Ride. Cherchant à défier les États du Sud qui tardaient à appliquer la décision de la Cour suprême déclarant les bus ségrégés inconstitutionnels, les Freedom Riders, eux-mêmes un groupe racialement mixte, se sont dirigés vers la Louisiane. Nous serions très heureux que vous entrepreniez cette mission dangereuse, utile et importante. En chemin, le groupe, qui comprenait le futur député John Lewis, a provoqué les forces de l'ordre et suscité des réactions violentes. Ils ne sont jamais arrivés à la Nouvelle-Orléans, mais ils ont inspiré des centaines d'autres personnes à suivre leurs traces, remportant finalement la déségrégation des bus. Les Soviétiques ont envoyé le premier homme dans l'espace, mais les États-Unis ont suivi de près. Et le 5 mai, alors que 45 millions de personnes regardaient à la télévision, Alan Shepard est devenu le deuxième homme et le premier Américain à partir vers les étoiles. Shepard a décollé dans la capsule Mercury, nommée Freedom 7, pour un vol suborbital de 15 minutes visant à prouver que son corps pouvait supporter la force G au décollage et à la rentrée. Freedom 7 reste connu, la trajectoire est correcte. 5,5 livres par pouce carré, oxygène, ok, tous les systèmes sont prêts. La capsule a ensuite atterri en parachute dans l'océan Atlantique Nord. Le succès total du vol d'Alan Shepard à bord de Freedom 7 a tellement inspiré le président Kennedy que, seulement 3 semaines plus tard, il s'est présenté devant une session conjointe du Congrès et a promis au monde que les États-Unis enverraient un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Je crois que cette nation doit s'engager à atteindre l'objectif, avant la fin de cette décennie, de faire atterrir un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf sur Terre. Mais, dans un sens très réel, ce ne sera pas un seul homme qui ira sur la Lune. Si nous prenons cette décision de manière affirmative, ce sera toute une nation. Après avoir lu l'histoire de 2 étudiants emprisonnés par la dictature portugaise pour avoir porté un toast à la liberté, l'avocat britannique Peter Benenson a lancé la campagne d'appel pour l'amnistie. Il l'a ensuite lancée en écrivant un éditorial mettant en lumière les luttes de 8 de ces prisonniers oubliés. La réponse fut si massive que, le 28 mai, cela mena à la création d'Amnesty International, un réseau conçu pour aider les personnes détenues pour leurs convictions. Cet épisode de Timeline vous est présenté par... Il est
tout excité parce qu'il vient de voir la nouvelle Ford Falcon. Cette année, la Falcon vous offre plus de puissance, plus de luxe, plus de tout ce qui en a fait la nouvelle voiture la plus réussie au monde. Je dois dire que je suis très impressionnée. Les stations de radio ont commencé à émettre en FM dès les années 30, mais il a fallu attendre 1961 pour qu'elles puissent diffuser en stéréo FM. Cette station de radio était WGFM de Schenectady, New York. Appartenant à General Electric, elle avait le matériel prêt dès le premier jour. La FCC a autorisé ses diffusions le 1er juin. Le 3 juin, Clarence Earl Gideon a été arrêté en Floride et accusé d'effraction et d'entrée par effraction. Lors de sa comparution, Clarence Earl Gideon a affirmé que la Cour suprême exigeait que l'État lui fournisse un avocat, n'ayant pas les moyens d'en payer un. Que le procès-verbal précise que le prévenu a sollicité la désignation d'un avocat pour le représenter à ce procès. Je croyais que c'était un droit constitutionnel et ignorais que ce n'était pas le cas. Il avait tort et a été reconnu coupable. Il a ensuite fait appel pour les mêmes raisons. Au motif que j'ai été jugé sans l'aide d'un avocat. Et la Cour suprême a décidé que Gideon avait raison, statuant à l'unanimité que le 6e amendement de la Constitution oblige les États à fournir des avocats aux prévenus indigents. Et en parlant de la Cour suprême, seulement 2 semaines plus tard, elle allait rendre la décision historique dans l'affaire Mapp contre Ohio, statuant que la règle d'exclusion, qui empêche les procureurs fédéraux d'utiliser des preuves obtenues en violation des protections du 4e amendement d'un prévenu contre les fouilles et saisies illégales, s'appliquait également aux poursuites menées par l'État. Night Tide, avec sa puissance sans limite, unit ces deux êtres dans un amour entaché par une terreur étrange et sinistre. Je suppose que nous avons tous un peu peur de ce que nous aimons. Le titan littéraire Ernest Hemingway s'est suicidé à son domicile de Ketchum, dans l'Idaho, le 2 juillet. Il était malade, mais il parlait bien du suicide. Vous savez, son père s'est tué avec une arme à feu de la même manière. Hemingway, auteur de livres comme Le soleil se lève aussi et Le vieil homme et la mer, était alcoolique toute sa vie et avait récemment été traité par électroconvulsivothérapie en lien avec la dépression et la paranoïa. 2 jours après avoir quitté l'hôpital, cependant, il a récupéré son fusil de chasse préféré dans la cave de sa maison, l'a chargé, a mis le canon dans sa bouche et a appuyé sur la détente. Le Hemingway dont nous parlons n'a pas choisi sa mort. Et il aurait pu le faire, mais ce n'était pas lui. Le 4 juillet, le sous-marin nucléaire soviétique K-9 effectuait des exercices au large des côtes du Groenland. Lorsque son système de refroidissement du réacteur a eu une fuite, provoquant la défaillance de ses pompes, la température du réacteur a commencé à augmenter. Mais la radio du navire était endommagée, il ne pouvait donc pas appeler à l'aide. Sans autre choix, le capitaine a ordonné aux ingénieurs d'improviser un système de refroidissement, s'exposant à une radiation mortelle pendant l'opération. 8 hommes sont morts, mais ils ont évité une fusion nucléaire. Un peu plus de 41 ans plus tard, l'histoire du K-19 serait librement adaptée dans le film K-19, le faiseur de veuves. Librement inspiré des événements de 1961, le film mettait en vedette Harrison Ford dans le rôle du capitaine. Vous avez inutilement inventé ce bateau et son équipage. J'ai poussé ce bateau et ses hommes à la limite parce que nous devons savoir où elle se trouve. Et malgré l'intensification du drame, ce fut un échec au box-office. Quant au titre, le surnom « Veuve Noire » a été inventé pour le film. Dans la réalité, la catastrophe nucléaire a valu à K-19 le surnom d'Hiroshima. Le premier Six Flags s'appelait Six Flags Over Texas et il a ouvert à Arlington le 1er août. Conçu par le promoteur immobilier et pétrolier Angus Wynne Jr., le parc était un moyen temporaire de tirer quelques dollars supplémentaires d'un terrain qu'il prévoyait de transformer en site industriel. Après avoir rapporté près de 4 millions de dollars en 18 mois, il l'a rendu permanent. Aujourd'hui, Six Flags est la plus grande société régionale de parcs à thème au monde. Bien qu'il porte une date de couverture du 1er novembre, le premier numéro de la série de bande dessinée Fantastic Four est en fait sorti dans les kiosques le 8 août. Créé par Stan Lee et Jack Kirby, ce numéro présentait la première apparition de l'équipe. Il expliquait comment ils ont obtenu leur pouvoir, puis montrait comment ils se sont unis pour combattre le terrible Homme Taupe, qui allait devenir l'un de leurs ennemis récurrents. Le 13 août, le gouvernement allemand a commencé la construction du mur de Berlin,
une barrière de béton dotée de miradors semblables à ceux d'une prison, qui séparait Berlin-Ouest de Berlin-Est, ainsi que du reste de l'Allemagne de l'Est. La propagande soviétique prétendait que le mur protégeait les citoyens d'Allemagne de l'Est des éléments fascistes, mais il servait en réalité à empêcher leur fuite vers l'Ouest. Pour calmer les citoyens demandant des réformes, le gouvernement allemand a légèrement modifié les règles de déplacement. Ces changements ont été annoncés dans la soirée du 9 novembre par le porte-parole Günther Schabowski. Mais Günther Schabowski les a mal formulés, laissant croire que les Allemands de l'Est pouvaient voyager à l'Ouest aussitôt. D'après ce que je comprends, cela entre en vigueur immédiatement, sans délai. Des foules se sont rassemblées au mur de Berlin, exigeant l'ouverture des portes, et les gardes débordés ont finalement cédé à leur demande. Cette soirée deviendra célèbre comme la nuit de la chute du mur de Berlin. Seul dans le processus mental suspicieux du bureau du procureur, une explication plus sinistre est nécessaire. Allez, Dan, sérieusement, tu ne voudrais pas savoir si un client est vraiment innocent? Bien souvent, je préfère ne pas savoir. Si je le savais, je ne pourrais pas faire mon travail. Fran Tarkenton a été choisi au 3e tour de la draft NFL de 1961. Et il est allé chez les Minnesota Vikings, une toute nouvelle franchise qui allait jouer son premier match contre les Chicago Bears le 17 septembre. Le quarterback George Shaw a commencé ce match, mais lorsqu'il s'est révélé inefficace, Tarkenton est sorti du banc et a marqué l'histoire, devenant le premier quarterback à lancer 4 passes de touchdown lors de son premier match. Cet épisode de Tideline vous est présenté par... Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, pour une pause rafraîchissante avec un Coca-Cola bien glacé, il n'y a pas de souci de ligne avec Cochino. Cette bouteille individuelle n'a pas plus de calories que la moitié d'un pamplemousse. Le goût frais et pétillant du Coca est si satisfaisant qu'il m'empêche de manger des aliments plus caloriques. De plus, le Coca est faible en calories. Et tu ne deviens pas encore plus mince ? Le 19 septembre, le couple marié Betty et Barney Hill étaient dans leur voiture lorsqu'ils ont vu une lumière vive dans le ciel. Les mouvements étranges de l'objet les ont convaincus de s'arrêter pour regarder de plus près et à l'aide de jumelles, ils ont observé une soucoupe volante pilotée par des créatures humanoïdes. Dans les jours suivants, ils ont cru avoir été enlevés et expérimentés par des extraterrestres. Leur histoire a reçu une large couverture médiatique, devenant la première déclaration d'enlèvement extraterrestre largement médiatisée. Et en parlant de l'espace, le 19 septembre, le responsable de la NASA, James E. Webb, a informé les médias que l'agence allait construire un nouveau centre spatial habité au Texas. Au sud-est de Houston, l'installation de 60 millions de dollars allait devenir le centre des opérations spatiales de la NASA et serait toujours appelé Houston. Comme dans... Houston, nous avons un problème. Tu laisses rien quand tu rates, hein, gros? C'est tout l'intérêt du jeu. Tu sais, j'ai comme un pressentiment, gros. J'ai comme un pressentiment que c'est moi à partir de maintenant. Une boule dans la poche d'angle. Est-ce que ça pourrait t'arriver un jour? Tout à coup, tu as l'impression que tu ne peux plus rater? J'ai rêvé de ce match, gros. J'ai rêvé de ce match chaque nuit en voyage. Adieu, ballon. Pour les fans de baseball, 1961 fut marqué par la course aux home runs entre Mickey Mantle et Roger Maris, tous deux proches de battre le record de 60 home runs en une saison de Babe Ruth. La question était qui le ferait en premier. C'est finalement Maris qui a frappé le 61e home run, battant le record face au lanceur des Red Sox, Tracy Stollard, lors de la 4e manche au Yankee Stadium le 1er octobre. Génération. L'épisode de ce soir, Lady Killer, avec Leslie Nielsen dans le rôle principal, Martin Balsam et Robert Redford en co-vedette, et la participation exceptionnelle d'Anne Francis. Tu ferais mieux de le surveiller. Mais il n'est pas vraiment malade. Mais il y a des symptômes. Quels symptômes? Eh bien... Allez, je suis le père du garçon. Il a refusé son cupcake. Il a refusé son cupcake? Et tu n'as pas appelé une ambulance? Imagine à quel point tu serais terrifié si le président apparaissait à la télévision pour te dire que ce serait peut-être une bonne idée de construire un abri anti-atomique chez toi. Le 6 octobre, après la crise des missiles de Cuba,
le président Kennedy a conseillé aux Américains de construire des abris contre les radiations en cas de guerre nucléaire avec l'Union soviétique, insistant « Le moment de commencer, c'est maintenant ». Je rentre à la maison et vais prendre un long bain moussant. J'ai rendez-vous avec Nardo après la bagarre. Quelle bagarre? Les requins de Nardo et ses garçons à la danse. Ils se battent entre eux ce soir. Ils ne font pas semblant. Largement considéré comme l'un des romans les plus importants du XXe siècle, Catch 22 de Joseph Heller est sorti le 11 novembre. Le roman suit un bombardier américain durant la Seconde Guerre mondiale et explore les absurdités de la guerre et de la vie militaire. Il est cependant surtout célèbre pour son paradoxe éponyme, qui fait référence à un problème dont la seule solution est refusée par une circonstance inhérente au problème ou par une règle. Michael Rockefeller était l'arrière-petit-fils de John D. Rockefeller, cofondateur de Standard Oil, et il était explorateur. Le 17 novembre, alors qu'il faisait du canoë en Nouvelle-Guinée, le bateau a chaviré. Rockefeller et son compagnon s'y sont accrochés aussi longtemps que possible, mais Rockefeller a fini par nager vers la rive. Malgré des rumeurs de meurtre par des autochtones, son sort demeure inconnu. Il a été vu vivant pour la dernière fois le 19 novembre in Anas. La thalidomide a été mise sur le marché en 1957 et présentée comme un remède contre les nausées matinales chez les femmes enceintes. Cependant, il s'est avéré qu'elle pouvait provoquer de graves malformations congénitales. On estime qu'entre 10 et 20 000 nouveau-nés ont été touchés, dont 40% sont morts à la naissance ou peu après. Après l'identification de la thalidomide comme cause, l'Allemagne de l'Ouest fut la première à la retirer du marché le 23 novembre. Bien qu'il ait reçu un F pour la composition dans son cours de musique au lycée, le compositeur Brian Wilson a choisi d'enregistrer Surfin' et de la sortir comme premier single des Beach Boys le 27 novembre. La chanson, inspirée de la culture du surf californienne, allait connaître un grand succès. Elle a lancé la carrière de l'un des groupes les plus célèbres de tous les temps et a annoncé leur succès ultérieur comme Surfin' Safari et Surfin' États-Unis. 58 ans après avoir reçu un 0 pour la chanson qui fit de lui une légende du rock, Brian Wilson des Beach Boys est retourné à son ancien lycée, le Hawthorne High School à Los Angeles. Pendant ce temps, la principale de l'école, la docteure Vanessa Landesfein, a annulé l'évaluation de l'ancien professeur de musique, attribuant à Wilson un A pour sa composition historique. Vous m'avez donné un A? Oui, c'est moi! Quelle était la note avant? C'était un F. Si tu te demandes si la popularité d'Elvis s'est vraiment rétablie après l'armée, eh bien, la bande originale de son film de 1961 Blue Hawaii, qui comprend son interprétation intemporelle de Can't Help Falling in Love, est sortie le 20 octobre au Sound. Elle a atteint la première place le 11 décembre et y est restée 20 semaines, finissant la décennie comme deuxième bande originale la plus vendue après Only West Side Story. Enfin, le 11 décembre, le transporteur USNS Core est arrivé à Saigon avec 400 membres du personnel de l'armée américaine et la première unité d'hélicoptères américaines à être envoyée. Ces hélicoptères devaient transporter les troupes sud-vietnamiennes au combat, marquant le début de l'implication directe des États-Unis dans la guerre du Vietnam. Et c'est ainsi que s'est terminée l'année 1961, avec les Beach Boys en route vers la célébrité, la NASA en route vers Houston et les États-Unis en route vers l'enlisement. Et la seule chose qui semblait certaine à propos des années 60, c'était que absolument tout pouvait arriver. À bientôt pour 1962. Qu'en pensez-vous et quel sujet avez-vous trouvé le plus intéressant? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de la chronologie.